Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir pour une deuxième fois Madame Aude Bandini. Madame Bandini est professeure adjointe à l'UDM en épistémologie et en histoire de la philosophie analytique. Elle est également présidente de la Société canadienne d'épistémologie. Ses projets de recherche portent notamment sur l'ignorance volontaire, les croyances irrationnelles et l'articulation entre les savoirs biomédicaux et les savoirs expérientiels des patients. Madame Bandini nous entretiendra sur le dolorisme, c'est-à-dire la position philosophique que la douleur nous fait devenir de meilleures personnes. Cette position est rarement explicitement défendue, mais on la retrouve souvent supposée dans des questions de société. Par exemple, l'expression snowflakes fait référence à cette idée que les jeunes n'auraient pas assez vécu de difficultés, ce qui les rendrait faibles et intolérants à la frustration. Un autre exemple est celui des patients qui se disent plus forts après avoir survécu à une maladie grave. Madame Bandini défend une position forte sur la question, tout en étant aussi créative qu'à l'habitude dans ses exemples colorés. Bonjour Madame Bandini. Bonjour Kevin, bonjour Romain. Pour bien commencer à parler du sujet, qu'est-ce que le dolorisme et pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à cette question-là? Alors le dolorisme, c'est une certaine position qui est jamais véritablement explicitée comme telle en philosophie morale. C'est la thèse selon laquelle l'expérience de la douleur ou l'expérience de la souffrance, même si évidemment ce ne sont pas des expériences très agréables sur le moment, seraient des expériences qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient s'avérer bénéfiques pour la personne qui les fait. Et par conséquent, c'est l'idée selon laquelle quelque chose dans la souffrance, dans la maladie, dans la vulnérabilité, tous ces termes qui tournent autour des expériences négatives ou tragiques de la vie, ces expériences-là permettraient au sujet d'acquérir des connaissances ou des vertus, par exemple le courage, l'héroïsme, la compassion, l'empathie pour le reste de la nature humaine, qu'il ne pourrait pas acquérir autrement. Le dolorisme, c'est, dit en simples termes, l'idée selon laquelle finalement la douleur, la souffrance ne sont pas nécessairement des mots, ou si ce sont des mots, ce ne sont pas seulement des mots, mais aussi des expériences qui nous permettent d'acquérir des choses positives, voire même précieuses. Et j'imagine que les aspects positifs, pour quelqu'un qui est un tenant du dolorisme, sont supérieurs aux aspects qui seraient plus néfastes. Effectivement, l'idée, alors c'est très judéo-chrétien, c'est l'idée selon laquelle finalement l'abnégation et notamment l'humiliation de la chair et du corps ou les drames par lesquels on passe dans notre vie terrestre seraient presque la condition sine qua non de l'élévation spirituelle et de l'atteinte d'un meilleur état, si on considère, selon la tradition platonicienne, que le corps est un tombeau pour l'âme, eh bien, d'une certaine manière, toute épreuve qui nous permet de surmonter notre condition corporelle permettrait de libérer notre âme. Et en ce sens-là, l'expérience de la souffrance, de la maladie ou de la douleur aurait presque quelque chose de libérateur. Sur un plan si strictement philosophique, c'est parfaitement contre-intuitif comme position. C'est-à-dire que si on devait interroger l'homme de la rue, la souffrance, qu'elle soit physique ou même morale, personne aime l'expérience d'une rupture amoureuse, d'une perte d'emploi, etc. Spontanément, donc, nous serions tous d'accord sur l'idée que si nous avions la possibilité d'éviter la douleur ou la souffrance, nous préférerions le faire. Mais le fait est qu'il est difficile de concevoir une vie humaine sans ce type d'expérience-là. Le dolorisme, d'une certaine manière, consiste en le fait de donner un sens à ces expériences qui sont beaucoup plus faciles à traverser et à accepter si on considère qu'elles ne sont pas pour rien, qu'elles ne sont pas absurdes, que, eh bien, si, comme un philosophe de l'absurde, on considère que non seulement nous souffrons, mais en plus c'est pour rien. Alors, cette réflexion sur le dolorisme, elle est particulièrement importante dans la mesure où cette thèse plus ou moins explicite selon laquelle la souffrance serait mutatis mutandis une bonne chose, elle me paraît dangereuse à de multiples égards. Le premier égard, c'est que ça peut être un outil de manipulation et de domination,
avec l'idée selon laquelle, on va dire à ceux que l'on fait souffrir qu'ils devraient se réjouir de cette souffrance parce qu'elle a un sens. Et donc là, l'idéologie du dolorisme pourrait presque rentrer dans le cadre de l'opium des peuples au sens de Marx. Souffrez et vous gagnerez le paradis plus tard. D'autre part, elle laisse également entendre que la personne qui souffre et qui s'avère incapable de donner un sens à sa souffrance, de la surmonter ou d'en tirer quelque chose de positif, cette personne serait en faute. Par conséquent, elle souffre, et en plus c'est de sa faute si elle ne fait rien de sa souffrance. Donc il y a une espèce d'injonction à la fois morale et tout à fait sociale et même politique, dans la mesure où on réduit au silence les personnes qui souffrent, parce que on veut pas les entendre, et d'autre part, si elles souffrent et qu'elles n'arrivent pas à trouver du sens à leur souffrance, c'est qu'en plus elles sont paresseuses, ou qu'elles sont idiotes, ou qu'elles n'arrivent pas à grandir grâce à l'épreuve de la souffrance. Ce qui me paraît être beaucoup demandé à une personne qui souffre effectivement. Mais est-ce que ça veut dire les tenants du dolorisme sont ce genre de personnalités qui vont juger, ou est-ce que c'est ça que vous reprochez à la position ? Alors, comme je le disais en commençant, il est rare que le dolorisme soit endossé explicitement par des philosophes moraux, et encore plus par des philosophes peut-être politiques. Néanmoins, il me semble assez clair qu'une position comme celle-là peut se révéler être à l'avantage de classes plutôt favorisées sur les classes dominées. Les pauvres, qui souffrent davantage, savent se contenter de peu. Et parce qu'ils sont dans le besoin et qu'ils manquent de beaucoup de choses ou qu'ils souffrent beaucoup, la moindre des consolations ou des améliorations de leur sort suffit à leur donner un grand bonheur. Néanmoins, il me semble qu'il y a quelque chose dans le dolorisme qui, paradoxalement, fonctionne assez bien ou est coextensif avec un autre mode d'injonction actuelle qui est la psychologie positive et la recherche du bonheur ou du bien-être à tout prix, avec la thèse selon laquelle, par conséquent, le bonheur est toujours accessible et qu'il ne dépend que de la volonté de l'individu. Par conséquent, encore une fois, tout, y compris les expériences les plus difficiles de l'existence en termes à la fois de souffrance physique ou morale, rien de cela ne pourrait constituer un véritable obstacle au bonheur, parce que même la souffrance, même la maladie, même la mort d'un proche serait toujours quelque chose comme une occasion de développement personnel ou d'accroissement ou d'amélioration de sa spiritualité, etc. Donc il me semble qu'il y a quelque chose comme un effet pervers qui anime en fait le discours doloriste, et si j'ai une thèse à formuler en quelques mots à ce sujet, en termes nietzschéens, j'affirmerais que le dolorisme, c'est un peu une stratégie du pauvre ou de l'impuissant, dans la mesure où, puisque la souffrance est un fait et que nous n'avons pas les moyens de l'éviter dans cette vie, une manière de se consoler de cet état de fait consiste à se mentir à soi-même. Vous savez que c'est une autre de mes activités favorites, ou en tout cas une autre de mes thématiques de prédilection, et qui consiste donc à maintenir une forme de statu quo et à ne pas lutter contre la souffrance, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'en a pas les moyens, ou tout simplement parce qu'on n'a pas l'idée que ce serait possible, et par conséquent, on va s'accommoder de la souffrance, de la douleur, en tâchant d'y chercher le positif. Et c'est cette idée selon laquelle il y aurait du positif à tirer dans toute chose qui me semble extrêmement problématique, surtout quand ça devient une injonction, à savoir que tout le monde devrait trouver du positif de partout, et que si on n'est pas capable d'en trouver, justement, on n'en est pas capable. Donc c'est pas la situation qui est difficile, c'est notre manière d'y réagir, ce qui n'est pas absurde en soi, mais on pourrait peut-être laisser chacun gérer sa souffrance comme il l'entend, plutôt que de devoir en faire une expérience par laquelle il se transcenderait et deviendrait meilleur. Mais pour rester dans le thème nietzschéen, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'inversion de l'échelle des valeurs,
où la personne qui souffre serait en bas de la hiérarchie parce que bon, elle est moins apte à pouvoir faire certaines activités. Mais là, avec le dolorisme, on vient l'inverser où là, elle a une supériorité morale, une supériorité épistémique, une supériorité par rapport à la personne qui n'a pas souffert. Et j'ai l'impression que c'est un peu la critique nietzschéenne du renversement des valeurs. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, chez Nietzsche, il y a cette espèce de paradoxe, parce qu'il y a ce fameux passage qu'on emprunte à Nietzsche et dont la signification exacte est difficile à déterminer, où Nietzsche affirme « Appris à l'école de guerre de la vie, ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Et par conséquent, on trouve désormais beaucoup de gens avec ce type de tatouage et le mot Nietzsche écrit avec une orthographe en général assez approximative. Alors c'est difficile de concevoir comment est-ce que Nietzsche aurait pu affirmer une telle chose. Je ne suis pas spécialiste de Nietzsche, il faudrait demander à quelqu'un qui serait plus compétent que moi sur ce domaine-là. J'ai du mal à concevoir comment Nietzsche pourrait trouver une quelconque vertu à la douleur ou surtout au discours de la douleur selon lequel, fondamentalement, la douleur vaudrait mieux que l'absence de douleur, si on pousse la logique à son extrême et à son absurdité. Alors si on passe de la question de la souffrance à la question de l'expérience de la maladie, et malheureusement ça va souvent de pair, que l'expérience d'une souffrance ou d'une maladie permette une transformation du caractère, ou permette d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. J'ai aucun problème avec ça. Le problème que j'ai, ce serait d'aller jusqu'au jugement de valeur qui consisterait à dire finalement on est mieux malade et souffrant qu'on ne le serait sans être malade ou sans être souffrant. Je ne sais pas si on avait laissé la possibilité à Nietzsche d'éviter les effets de la maladie, si il aurait choisi d'être malade véritablement. Alors on a ces discours, comme vous le savez peut-être, je travaille en philosophie de la médecine sur la question justement des savoirs des patients. Et c'est assez surprenant dans les témoignages de patients de lire « Merci à la maladie parce qu'elle a fait de moi la personne que je suis ». Et même des personnes qui iront jusqu'à dire « Grâce à la maladie, je me suis réalisée et si c'était à refaire, je choisirais d'être malade plutôt que de ne pas être malade ». J'avoue que je suis très très troublée par ce genre d'affirmation. Alors, ensuite, que des personnes trouvent un sens à leur maladie individuellement, tant mieux pour elles, si elles vivent bien et le mieux possible avec l'expérience de la maladie. Là où je trouve ça problématique, c'est quand ça devient une injonction générale et que ce discours-là de pseudo-gratitude des patients à l'égard de la maladie, que ça devienne une contrainte ou que ça soit quelque chose qu'on attend du patient, de la même manière qu'on attend de la personne qui a vécu une peine d'amour, qu'elle, empruntant les pseudo-mots de Shakespeare, affirme qu'il vaut mieux avoir aimé et perdu que de ne jamais avoir aimé du tout. En tout cas, philosophiquement, ça tient pas une seconde. C'est parfaitement un sophisme. C'est tirer des conséquences normatives d'un état de fait. Et si, à mon avis, spontanément, on peut réaliser cette inférence, c'est-à-dire partir de la souffrance vers un jugement de valeur sur la souffrance, il me paraîtrait beaucoup plus adéquat que d'affirmer que de la souffrance, on devrait déduire plutôt que la souffrance devrait être évitée, ou que la souffrance ne sert à rien, ou que la souffrance nous amoindrit, plutôt que d'en tirer la conséquence que la souffrance est une bonne chose, puisque elle nous permet d'acquérir des connaissances, des vertus, une force de caractère. Me semble que le courage ou la force de caractère peuvent bien s'acquérir autrement que par l'expérience de la souffrance. Il est merveilleux que ces enfants syriens soient des enfants soldats. Dans les circonstances que nous connaissons, ça en fait des êtres vertueux et extrêmement courageux. Personne, me semble-t-il, ne peut soutenir une position qui est aussi absurde. Qu'est-ce qu'on penserait de quelqu'un qui affirmerait « Ah, eh bien, grâce à mon passé d'enfant soldat, j'ai appris la discipline, j'ai appris à me débrouiller dans l'existence, etc. »
Peut-être que c'est vrai, très, très, très vraisemblablement, c'est tout à fait exact. Est-ce que c'est néanmoins quelque chose que dans l'absolu on souhaite à quelqu'un ? Est-ce que, ah oui, tiens, j'aimerais que mon enfant acquiert des dispositions comportementales comme le courage, la discipline, etc. Je vais donc l'envoyer dans un camp d'enfants soldats. Non. Ça me paraît complètement absurde. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de... pas d'homme de paille, mais c'est... Oui, on peut peut-être retirer quelque chose de la souffrance, et oui, la souffrance nous amoindrit, et qu'il y aurait quelque chose entre les deux, que ce ne soit pas une position philosophique forte de dire tout le monde devrait souffrir pour être meilleur, mais que peut-être que certaines leçons à en tirer, mais que c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas même à ses ennemis. Donc, j'ai l'impression qu'il y aurait une position mitoyenne qui serait... C'est plus une attitude psychologique qu'une position philosophique, j'ai l'impression, pour que ça soit sain, le dolorisme. Oui, alors que souhaiter que tout le monde souffre, on n'a pas besoin de le souhaiter, c'est un fait, ou du moins, il me semble, en tout cas empiriquement, que tout le monde tombe malade, tout le monde souffre, tout le monde est confronté aux aléas de l'existence, et sans aller jusqu'à le Schopenhauer et affirmer que la vie oscille de gauche à droite comme un pendule de la souffrance à l'ennui. L'existence de tout un chacun, et même pour des personnes extrêmement privilégiées comme nous le sommes, de vivre au Canada, dans un pays en paix, etc. Nous avons notre lot de souffrance. Ceci étant un élément de fait, comme vous le mentionnez, la question est de savoir que faut-il faire à partir de là. Alors naturellement, et peut-être que c'est l'intuition correcte qui motive le discours doloriste, c'est de se distancier ou de refuser le discours de la lamentation, le discours de la mélancolie, l'acédie, qui en plus est un discours qui est très facilement lui-même pathologisé, c'est-à-dire que vous avez subi un deuil, vous êtes très malheureux, prenez donc des antidépresseurs. Oui et non, c'est approprié d'être malheureux après le deuil d'une personne qui nous était chère. Donc il y a certainement non pas quelque chose à tirer de cette expérience, ou en tout cas il n'y a rien de plus, il me semble, à tirer de l'expérience de la souffrance qu'à tirer de n'importe quelle expérience que l'on peut faire. Il n'y a rien de spécifique du point de vue de ce que ça nous apporte que de faire l'expérience de la souffrance. Après tout, l'expérience du bonheur pourrait bien être l'occasion de tirer des leçons également, mais à nouveau, comme l'affirmait Schopenhauer, si nous n'étions pas mortels et que nous vivions dans des circonstances dans lesquelles aucune douleur ou aucune souffrance ne se manifestait, nous ne nous poserions pas la question du sens de la vie, puisque la vie irait de soi. En un certain sens. Mais, dit-il, l'être humain est un être, est une espèce ou un être métaphysique, et se pose des questions de métaphysique parce que si le bonheur et la joie et le plaisir semblent aller de soi, la souffrance, la mort, la finitude, la vulnérabilité nous interrogent. C'est la position de Schopenhauer face à cette confrontation vis-à-vis de l'absurde. Soit la vie n'a pas de sens et pourquoi ne pas y mettre un terme, ce qui est plus ou moins entre les lignes ce à quoi Schopenhauer nous incite. Mourons donc par inanition volontaire, mais, dit-il, se suicider, c'est encore être trop optimiste parce que c'est partir du principe que ce sera mieux après. Alors que absolument rien ne nous le garantit. Pour tous ceux d'entre vous qui écoutez peut-être cette émission, lire Schopenhauer, c'est une épreuve dont on se remet plus ou moins difficilement. Nietzsche lui-même le dit, mais il faut bien vivre. Et à partir de ce moment-là, effectivement, se pose la question de savoir comment vivre avec cette expérience de la douleur, comment vivre avec cette expérience de la maladie, ou de la finitude, ou du deuil, etc. Alors, vous pouvez vous inscrire dans une espèce de démarche apologétique qui consisterait à considérer que
la douleur ou la souffrance ne sont que, entre guillemets, des apparences, parce que tout ceci est parfaitement ordonné. Donc cette expérience du désordre et cette expérience de la souffrance relèverait d'un ordre supérieur qui ne nous est pas nécessairement accessible, mais qui permettrait, si nous y avions accès, de réaliser combien tout est pour le mieux dans le monde des mondes, dans le meilleur des mondes possibles, en un sens plus voltairien peut-être que véritablement leibnizien, mais que tout prend sens. Et effectivement, après tout, accoucher et donc avoir peut-être une des souffrances les plus intenses qu'on puisse éprouver, et accoucher, mais accoucher d'un enfant, ça vaut le coup. Subir les souffrances de l'accouchement pour rien, pas au sens où vous allez accoucher d'un poulpe, mais au sens où une souffrance équivalente, mais qui serait expliquée par rien, justifiée par rien, redouble l'expérience de la souffrance, du sentiment de l'absurdité, du sentiment d'injustice ou de révolte. Par conséquent, une manière de se rendre la souffrance et l'existence supportable pourrait consister à considérer que, précisément, cette souffrance a un sens. Mais faire cela, me semble-t-il, c'est un choix personnel, c'est une décision qui ne peut pas et qui ne devrait pas, à mon sens, être imposée à tout un chacun, au sens de c'est ce qu'il faut faire dans une telle circonstance. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui l'imposent? Oui, oui, absolument. Il y a cette espèce de discours ambiant que je mentionnais, qui finalement c'est un peu paradoxal, mais qui est très lié aussi à cette idée du bonheur absolument nécessaire et de la responsabilité individuelle à l'égard de ses propres émotions, de sa propre qualité de vie, d'après laquelle finalement, si quelqu'un n'est pas heureux, eh bien c'est parce qu'il n'a pas fait le choix du bonheur. Et que, quelles que soient les choses par lesquelles on passe, eh bien, il y aurait, soi-disant, du positif à tirer dans l'expérience de la souffrance. Ça va faire de nous une meilleure personne. Et si on n'affirme pas qu'on est devenu une meilleure personne, eh bien, c'est que quelque part, on a raté son travail de deuil, par exemple. Et cette idée qu'il y aurait un travail à faire dans le deuil me paraît aussi assez problématique, avec l'idée sous-jacente selon laquelle le deuil obéit à un certain nombre de règles et que, eh bien, il faut travailler son deuil. Et puis, si la souffrance ne passe pas, c'est parce qu'on a mal travaillé pendant son deuil. Je suis extrêmement perturbée par ce genre de discours. Il y a une espèce d'exemple d'un Américain qui était un croyant. En fait, il venait de vivre la mort d'un de ses enfants. Et dans sa communauté, les gens comprenaient pas pourquoi il était triste, parce que, elle est à une meilleure place, elle est au paradis. Ta souffrance, elle ne souffre plus. Donc, si t'es en deuil, c'est que t'es probablement une mauvaise personne ou que tu crois pas vraiment. Parce que si tu croyais, tu crois qu'elle était dans un meilleur endroit, donc si t'aimes ta fille, tu veux qu'elle soit dans un meilleur endroit. Donc, il y avait quelque chose d'un peu problématique où il se sentait pas écouté dans sa souffrance et que c'était perçu comme une absence de véritable croyance. Donc, j'ai l'impression que ça va un petit peu dans le même sens parce que le dolorisme, c'est comme la négation de la douleur comme un événement néfaste, alors que la croyance en une vie après la mort, c'est la négation de la mort comme l'absence de vie finalement. Donc il me semble qu'il y a un parallèle entre les deux. Oui, tout à fait. Et puis vous abordez, ce faisant, un point qui me tient particulièrement à cœur, qui est l'idée de réduire au silence une parole qui est tout à fait légitime. Alors, il y a assez naturellement une gêne à l'égard des discours de la plainte, tout simplement parce que pour la plupart d'entre nous, nous ne savons pas comment réagir. Vous avez un ami ou une amie dans votre entourage qui vit un moment difficile et vous avez implicitement l'impression que votre devoir en tant qu'ami ou en tant que proche consisterait, entre guillemets, à lui remonter le moral et à faire comme si, par votre simple écoute, accueil et support, vous pouviez faire en sorte de retirer cette souffrance. Ce n'est jamais le cas. Ce que vous pouvez offrir, c'est justement une écoute. La plupart du temps, il est impossible pour une personne extérieure de soulager la souffrance de la personne qui souffre.
Mais il me semble que c'est aussi cette expérience de l'impuissance dans laquelle on est vis-à-vis de la souffrance de quelqu'un d'autre, qui est tellement intolérable pour nous que, d'une manière ou d'une autre, alors deux stratégies, soit on ne l'écoute plus, parce que, étonnamment, on peut être bien disposé à écouter quelqu'un qui souffre et qui se plaint une fois, deux fois, et puis au bout d'un moment, ça va faire. Tout simplement parce qu'on n'a pas l'impression de pouvoir l'aider, et qu'on a cette idée un peu à la Épicure, selon laquelle soit une souffrance est extrêmement violente et alors elle est brève parce qu'on meurt, soit cette souffrance est pas très violente mais à ce moment-là elle est durable et on peut parfaitement la surmonter. Et donc par conséquent la personne qui souffre dans la durée, eh bien elle n'a qu'à prendre sur elle-même, j'aime beaucoup cette expression, prendre sur soi, j'ai jamais bien compris ce que ça voulait dire. Cette personne devrait prendre sur elle-même et souffrir en silence. Et donc c'est cette idée encore une fois, de réduire des personnes au silence. Elles ont le droit de souffrir, mais pas de nous en parler. Parce que c'est, pour les personnes qui reçoivent le discours, ça peut être tout à fait malaisant. Et on voit tout de suite les catégories morales qui sont employées pour désigner les personnes qui se plaignent. Ce sont des plaignards, ce sont des géniards, ce sont des chouinards, avec toujours l'idée que la plainte est disproportionnée au regard de la souffrance qui est vécue. Alors qu'il y ait des gens qui exagèrent, comme l'enfant qui se blesse et qui a besoin d'attention et puis qui pleure à gros sanglots pour quelque chose qui nous paraît absolument ridicule. Ça, effectivement, il peut y en avoir, mais sous prétexte de nous abriter, de nous mettre à l'abri de ce type de discours-là, eh bien on refuse d'écouter les personnes qui ont des motifs parfaitement légitimes de se plaindre, parce que en dehors de la plainte, ou ce que la plainte peut signifier, c'est qu'il faut que quelque chose change dans la situation. Alors que ne pas écouter la plainte, c'est ignorer la situation et maintenir le statu quo. Et pour la personne elle-même qui décide, au lieu de se plaindre, de prendre sur elle et de souffrir en silence, c'est aussi renoncer à changer sa propre situation. C'est aussi renoncer à exiger que justice lui soit rendue ou que sa situation soit améliorée. Et j'ai l'impression qu'on a le point de vue de la personne extérieure à la personne qui souffre, mais quand c'est la personne elle-même qui souffre et qui a une position doloriste, j'imagine que ça a une autre saveur. Il y a une saveur un peu... je dirais pas prétentieuse, mais de supériorité, comme vous disiez tout à l'heure, de supériorité morale, de dire moi je souffre et je deviens un peu supérieur, et j'imagine que ça doit avoir une autre saveur que l'espèce de pression externe que vous décrivez. Là. Oui, alors certainement, en tout cas la manière dont je le comprendrais, cette espèce de sentiment de supériorité morale, je pense que ça vient de l'intériorisation d'un certain discours. Mmh. Et que par ailleurs, juste pour l'anecdote, il y a un médecin français qui était un chirurgien pendant la Première Guerre mondiale, donc il a beaucoup opéré de soldats au front. Il s'appelait René Le Riche, et il a cette phrase que je trouve tout à fait savoureuse, qui consiste à dire la seule souffrance supportable, c'est celle des autres. Et oui, il me semble que quelle que soit la souffrance considérée ou la souffrance véritablement intense, la seule chose qu'on en attend, c'est qu'elle cesse. Et parfois, malheureusement, elle ne cesse pas. Alors, si une espèce de discours intérieur qui consisterait à voir dans cette souffrance une forme de signe d'élection permet de soulager cette souffrance en lui donnant un sens, tant mieux. Mais je pense que c'est faux. En réalité, je ne vois absolument pas, en tout cas philosophiquement, ontologiquement, ce qui, dans la souffrance, pourrait permettre moralement d'accéder à quelque chose comme une excellence du caractère ou une vertu que d'autres n'auraient pas. Je dis souvent à mes étudiants que le discours sur l'idée que la maladie nous ferait grandir est absurde, au sens où je pense que le fait d'être malade, quand on est un sombre crétin, a juste pour effet qu'on devient un sombre crétin malade, et pas subitement quelqu'un
de généreux, d'attentif, d'empathique à l'égard des autres individus. Toutes ces vertus-là, elles me semblent en fait de nature sociale. Une chose qui est possible, c'est que, et ça s'observe beaucoup chez les personnes qui réussissent fort heureusement, à traverser l'épreuve d'un certain nombre de maladies, ils se sentent investis d'une forme de devoir à l'égard des autres personnes malades. Ce qui est très bien, mais là aussi, il y a une espèce de pression morale à l'égard des autres personnes qui ont survécu et qui n'en font pas autant. Ah bon, mais vous êtes un survivant du cancer et vous ne venez pas à la marche pour la lutte contre le cancer et vous ne donnez pas à la recherche contre le cancer et vous ne vous présentez pas comme étant un survivant du cancer. Ce terme de survivant, de warrior, de guerrier, etc., me paraît significatif d'une volonté de compensation. Alors si cette compensation peut être obtenue de manière symbolique, à nouveau très bien, mais que ça devienne un impératif et que la trajectoire de la personne qui souffre, et notamment la trajectoire du malade quand il s'en sort, soit programmée d'avance et que, après avoir été malade, après avoir réussi à s'en sortir plus ou moins bien, il faudrait en plus qu'il se montre reconnaissant à l'égard des choses au travers desquelles il est passé. Ça me semble beaucoup demander à un malade. Mais quand on parle de souffrance, et ce sont des choses qui sont extrêmement personnelles, et j'ai l'impression qu'en fait c'est ça le gros problème, c'est le décalage, l'erreur philosophique dans le fond dont vous parlez. Est-ce que c'est un petit peu le décalage entre quelque chose qui est très personnel et très subjectif, dont on voudrait appliquer des conséquences que nous on a tirées pour nous à autrui en fait? Oui, alors c'est très surprenant, notamment quand on s'intéresse aux témoignages d'un certain nombre de patients. C'est cette idée selon laquelle on peut tirer des enseignements d'une expérience, d'une rupture, d'un deuil ou d'une maladie, et que la manière dont soit on s'est sorti, puisqu'on tire des leçons de cette expérience, eh bien, une leçon, c'est une règle, et une règle, comme son nom l'indique, ou une loi, s'applique de manière universelle. Et là encore, je suis assez suspicieuse à l'égard du caractère tout à fait intime de l'expérience de la souffrance, pas au sens où je nierais que la souffrance ou la douleur ou la maladie soient des expériences intimes et subjectives, mais au sens où il me semble en tout cas que les jugements de valeur que l'on porte par la suite sur cette expérience, eux, sont d'origine sociale. Et que le type de société dans laquelle nous vivons, et dans laquelle justement l'accomplissement personnel et le bonheur sont presque des devoirs, eh bien, l'expérience de la souffrance est intime, mais les jugements de valeur qu'on se sent en tant que patient ou personne souffrante en devoir d'exprimer et non pas de ressentir, sont des attitudes justement de noblesse oblige, de transcendance de ses propres limites et d'espèces d'élévation spirituelle en vertu desquelles on devrait quasiment être reconnaissant d'avoir subi cette expérience-là. C'est vrai que les gens qui la subissent et ne s'en sortent pas sont plus tellement là pour nous faire part de leur jugement de valeur sur la souffrance. Mais il y a une sélection qui est faite. Il y a comme un biais de sélection. Si on reprend l'aphorisme de Nietzsche, et c'est un exemple que j'aime bien prendre avec les étudiants, c'est « ce qui ne me tue pas me rend plus fort, mais ce qui me tue me rend plus mort ». Oui. Et donc par conséquent, un peu plus de difficulté à défendre ce type de position-là. Vous avez dit que la souffrance est plus d'origine sociale qu'on s'imagine, mais tout à l'heure, vous avez fait référence à la souffrance de l'accouchement, par exemple. Oui. Et lorsque j'ai fait un travail en philo de la médecine sur la souffrance, justement, j'étais tombé sur des articles d'ethnographes qui avaient demandé, à quel point est-ce que c'est souffrant, par exemple, accoucher à des femmes. Et ils ne comprenaient pas la question, que c'était souffrant. Ils trouvaient pas qu'il y avait de souffrance dans l'accouchement. Alors que dans une société occidentale, on a tendance à considérer que c'est la souffrance ultime. Et pour ces personnes-là, il n'y avait aucune souffrance. Ils ne pouvaient pas comprendre la question, à quel point c'était souffrant. Et il y avait une espèce de
d'équivalent aussi là, chez les hommes qui doivent passer une espèce de test là, pour devenir un homme et qui se font pendre par la peau là, avec des crochets et qui ne considéraient pas que c'était une souffrance non plus. Et j'imagine que c'est le sens qui est donné à la souffrance, comme devenir un homme par exemple, ou peut-être que, je me souviens pas là, si ils considéraient devenir une femme lorsqu'ils les accouchaient, mais il y a un aspect aussi de peut-être de comment est-ce qu'on le perçoit, et si on n'arrête pas de se rappeler à quel point c'est souffrant, mais on s'attend à la souffrance et on la souffre plus, la souffrance. Oui, vous avez raison de prendre cet exemple-là. On pourrait parler également des personnes qui font des sports extrêmes ou de l'endurance. Quelqu'un lève la main. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Je suis contre la souffrance, personnellement. J'ai essayé, vraiment. Et par exemple, pour les grands champions de natation, en général, lors des compétitions, on sait que la dernière longueur, en général, se fait complètement en apnée, alors que l'acide lactique coule dans les veines comme les flammes du Vésuve sur Pompéi. Et donc, c'est extrêmement souffrant. Mais il y a une fin. Et dans le cas que je mentionnais de l'accouchement, là aussi, il y a une espèce de double discours autour de l'accouchement, au sens où, on offre des péridurales, et puis c'est une très bonne chose, mais les femmes qui accouchent sans péridurale ont quelque chose de plus que les femmes qui accouchent sous péridurale, parce que elles étaient prêtes à plus souffrir, et quelque part, elles ont davantage mérité le bonheur d'être mère. On pourrait parler aussi du bonheur d'être mère dans une autre émission, que les femmes qui ont accouché sous péridurale. Là aussi, tu enfanteras dans la douleur, mais il y a dans le travail de l'accouchement, comme dans le travail du deuil, il y a quelque chose comme une volonté de passer au travers d'une épreuve avec succès. Là, à nouveau, que les femmes... Ce qui me paraît important, c'est que les femmes puissent accoucher comme elles l'entendent. Si elles préfèrent accoucher avec ou sans péridurale, c'est à elles de décider. Là où je rebondis sur votre question de départ, c'est qu'il me semble qu'il y a une question très délicate dans l'articulation entre les concepts de douleur et les concepts de souffrance. Le premier problème vient du fait que c'est extrêmement difficile de quantifier la douleur ou la souffrance, au sens où ce sont des expériences qui sont subjectives, internes et qualitatives. Et par conséquent, oui, on a bien des moyens neurophysiologiques de savoir que quelqu'un souffre parce qu'il y a inflammation, mais la douleur, on va la trouver nulle part. D'autre part, beaucoup de travaux en psychologie empirique ont permis de mettre en évidence que, en fonction de l'attention qu'un individu va porter ou non à une lésion, il souffrira plus ou moins. Et c'est la raison pour laquelle il y a des techniques de diversion de l'attention qui sont très utilisées, par exemple, pour les personnes qui vivent avec la douleur chronique. Vivre avec la douleur chronique, ça doit pouvoir rendre complètement fou, mais il faut vivre avec ça. Et une des stratégies qui sont utilisées consiste, dans les stratégies par exemple de méditation de pleine conscience, à reconnaître l'existence de la douleur, mais à ne pas se focaliser là-dessus. Et c'est ainsi que par exemple, certaines personnes ont recours à des techniques d'hypnose pour aller chez le dentiste. Je ne ferai personnellement jamais ça. Aller chez le dentiste ? D'une part, d'abord. Ensuite... vous avez des très belles dents, donc merci, mais mon dentiste vous en sera reconnaissant, il m'a fait beaucoup souffrir. Mais ne faut-il souffrir pour être belle ? Mais j'ai beaucoup apprécié qu'il ait recours de manière tout à fait massive à un certain nombre de produits à base d'opioïdes qui m'ont permis de passer au travers. Mais il y a des reportages assez spectaculaires avec des gens qui vont se faire arracher des dents sous hypnose. Et effectivement, les choses ont l'air de bien fonctionner pour des sujets qui sont réceptifs. Donc ces techniques-là fonctionnent. Donc il y a plusieurs choses. Il y a naturellement, quand vous êtes énervé, fatigué, stressé,
il paraît assez évident que une blessure vous paraîtra beaucoup plus douloureuse qu'elle ne pourrait vous paraître l'être alors que vous vous blessez, alors que vous êtes en train de faire du vélo, mais eh bien vous êtes en course et donc vous êtes concentré sur autre chose. Donc vous pouvez, en détournant l'attention de la souffrance, non pas l'annihiler, mais hiérarchiser vos priorités et détourner votre attention de cet état de fait-là. Ensuite, il y a quelque chose qui peut redoubler ou au contraire atténuer la souffrance, qui relève du jugement réflexif et du jugement moral. Je tombe dans l'escalier qui mène au centre de conférence et sur lequel déjeune l'intégralité de mes étudiants. Eh bien, je souffre 2 fois. Premièrement, parce que je me suis fait mal en tombant, et deuxièmement, parce que mon ego a pris un grand coup, qui est celui de l'humiliation. Et donc, voilà comment est-ce qu'on peut redoubler une souffrance. C'est avoir mal, avoir honte d'avoir mal, ou avoir mal d'avoir mal. Et par exemple, un cas paradigmatique qui est sorti assez récemment dans les médias, c'est le cas de l'endométriose. C'est-à-dire donc des femmes dont une partie des tissus utérins ont une fâcheuse tendance à aller coloniser des endroits où ils ne devraient pas être, et ça déclenche notamment au moment des menstruations des douleurs extrêmement intenses. Et souvent, ces femmes ne sont pas crues, parce que c'est normal que les menstruations, ça fasse mal, et que si elles ont mal, c'est simplement qu'elles exagèrent, et qu'il faut prendre du Tylenol, et puis, etc., etc. Dans un cas comme celui-ci, on peut se demander, mais comment est-ce que ces femmes ont accepté de ne pas se plaindre ? Mais tout simplement parce que c'était une plainte, ou que c'était une douleur qui n'était pas reconnue, qui était irrecevable et qui était inécoutable. Donc, on la garde pour soi. J'ai l'impression que cet exemple-là, si on a quelqu'un qui, cette femme-là par exemple, a vécu des grosses douleurs, si elle entend une autre femme dire qu'elle a des grandes douleurs lorsqu'elle a ses règles, mais elle va avoir plus tendance à comprendre sa situation et à la prendre en compte. Donc j'ai l'impression que peut-être que la douleur peut nous rendre plus empathiques, donc avoir une espèce de bienfait moral, non? Un point pour le dolorisme, peut-être. Vous n'y parviendrez pas. Si ça vous aide, si ça vous aide à vivre, de vous dire que grâce à la douleur, vous avez rencontré d'autres personnes formidables qui se trouvent être les personnes qui souffrent aussi, très bien, il me semble que vous pourriez rencontrer ces personnes autrement qu'à cet égard-là. L'idée que ça vous rendra empathique, elle est liée au fait que c'est pas tellement parce que vous souffrez, mais c'est parce que vous avez quelque chose de commun avec cette personne, et elle peut vous comprendre, vous pouvez la comprendre. Vous ne pouvez pas partager vos douleurs, vous pouvez vous imaginer, et cette personne, à la limite, peut vous écouter davantage, ou en tout cas, vous croire. Mais est-ce qu'il faut vraiment avoir vécu la même chose que quelqu'un pour le croire quand il vous dit que ça fait mal ? Ça peut être une bonne question, au sens où comment pourrait-il être possible de comprendre quelqu'un sans avoir fait les mêmes expériences que celles qu'il a faites ? Et on pourra avoir la sensation que la seule vraie expérience, ce serait l'expérience en première personne, et que si tu n'as pas vécu, etc., etc., alors tu ne peux pas savoir. Je ne sais pas ce que c'est pour un renard argenté d'être dépecé, mais je suis douée néanmoins d'une imagination morale qui me laisse imaginer que ça doit pas être agréable, et que par conséquent, si on peut éviter de me dépecer ou de dépecer qui que ce soit ou quelque animal que ce soit, ce serait peut-être mieux. C'est-à-dire que si vous suivez cet argument-là du caractère absolument presque impartageable de l'expérience, ou que seul le fait d'entretenir une communauté d'expérience permettrait à des personnes de se comprendre et d'être empathiques, ça voudrait dire que, tout médecin oncologue, dans le cursus médical, là, il y a le séminaire, l'option cancer. Et je suis pas sûre que le fait d'avoir vécu un cancer rende un professionnel de la santé meilleur cancérologue. Peut-être, mais peut-être pas. Et
on peut, me semble-t-il, être un très bon médecin sans avoir nécessairement subi le même type de pathologie que celui qu'on est en train de soigner. Il me semble même que ça risquerait d'être un obstacle. C'est-à-dire que, traitant le patient, je le traite au prisme de ma propre expérience de la maladie parce que je la projette sur le patient. Et ma souffrance n'est pas la sienne. Et s'il exprime autre chose que ce que j'ai vécu, je vais considérer que, eh bien non, c'est pas légitime. En fait, la position serait une position plus mitoyenne parce que, ça vous avez dit, est-ce qu'il faut absolument avoir vécu une souffrance pour pouvoir la comprendre? Je pense que, évidemment que non, sinon ce serait incohérent. Mais ça peut être un outil qui nous ouvre certaines portes qu'on n'avait pas ouvertes d'une autre façon, par exemple. Donc je le défendais peut-être plus de cette façon-là comme un outil potentiel. Quelqu'un qui aurait jamais vécu de souffrance, il pourrait même pas s'imaginer c'est quoi la souffrance, mais quand on a vécu d'une nature, par exemple une souffrance physique, une douleur physique, ben j'ai l'impression que là, peut-être que ça peut ouvrir une porte, une sensibilité plus grande à l'autre. Oui, à nouveau, je pense que c'est tout à fait possible, mais il me semble qu'on pourrait avoir les mêmes résultats en passant par d'autres moyens. Si vous souhaitez... Alors, l'idée que... quelqu'un qui n'aurait jamais vécu aucune souffrance, ça n'arrive jamais, malheureusement, à moins que quelqu'un vive présentement dans le monde merveilleux des Kalinours, dans lequel cas j'aimerais avoir une carte et l'adresse. J'aimerais m'y rendre tout de suite. Nous avons et nous vivons tous des souffrances, mais si je comprends bien le sens de votre question, ce serait l'idée selon laquelle, par exemple, quelqu'un qui a jamais eu de problèmes de santé pourrait avoir vraiment du mal à comprendre ce par quoi passe quelqu'un qui s'est brisé quelque chose ou vit avec la douleur chronique ou... Avoir une moins grande sensibilité à certains aspects parce que l'expérience est complexe. Et c'est vrai, ça veut dire que si je me suis cassé le bras, faut que j'aille 3 fois chez le médecin, puis là c'est 5 heures de mon temps, donc ça, comme t'as pas fait l'expérience, t'es pas au courant de ça, il y a plein de données. Mais oui, tu peux l'apprendre autrement, mais il y a une certaine sensibilité, je pense, qui peut être plus difficile à atteindre sans l'expérience. Une certaine sensibilité, je sais pas, c'est-à-dire que si vous voulez vous sensibiliser à la détresse humaine, faites un saut au CHUM au 13e étage dans la salle d'attente du département d'oncologie où les gens attendent pour leur chimio. Et puis, une manière aussi assez simple de se rendre sensible consiste à poser la question aux personnes qui souffrent de nous dire ce qu'elles ressentent. Alors, peut-être que ça ne se substituera jamais à ce que c'est que véritablement faire l'expérience de la souffrance en tant que telle, mais il me semble que si le but c'est d'être un meilleur être humain, au sens moral, plus sensible, plus empathique, plus attentif et altruiste, eh bien il me semble que écouter les autres plutôt que soi-même faire l'expérience de la souffrance, ça soit plus efficace de manière très pragmatique parce que, au moins à court terme, la souffrance n'est pas quelque chose qui vous ouvre aux autres. C'est plutôt quelque chose qui vous renferme en vous-même parce que vous avez besoin de toute votre énergie pour lutter ou réussir à endurer votre propre souffrance. Et à nouveau, la souffrance me semblerait, en particulier dans le cas de la maladie, il me semblerait beaucoup plus facile de concevoir que la souffrance rende quelqu'un anxieux et pris de vengeance, frustré, égoïste, que une espèce d'opérateur alchimique qui ferait qu'une personne égoïste, frustrée et qui haït tout le monde, par l'expérience de la souffrance, subitement se mettrait à devenir altruiste et compassionnel. Il me semble que le passage de « la maladie me rend moins bon », en tout cas, il me semble plus facile de concevoir comment la maladie ou la souffrance peut amoindrir et moralement rendre malheureux ou rendre méchant que de concevoir le contraire. Et après tout, et là c'est un argument d'autorité s'il en est, même Kant affirme qu'il y a un devoir d'être heureux. Parce que on a tendance à être plus moral quand on est heureux plutôt que quand on est malheureux. Donc suivons Kant et soyons heureux.
les expériences de souffrance, mais en général les expériences personnelles et subjectives, etc., sont quand même très complexes. Et je me demande jusqu'à quel point on peut croire ou qu'est-ce qu'on peut vraiment retirer pour nous-mêmes du partage de certaines expériences que nous feraient d'autres personnes qui les auraient vécues. Le point que vous soulevez est un point qui est vraiment important et intéressant, surtout à l'heure actuelle où se développent notamment des communautés virtuelles une espèce de substituts sur Internet, des groupes de parole de personnes qui ont vécu soit certains événements de vie, soit la maladie, la perte d'un être cher, ou par exemple les aidants naturels qui aussi souffrent de voir les autres souffrir, ou sont parfois démobilisés, etc. Ça soulève la question de savoir exactement qu'est-ce qu'on peut attendre du partage d'expériences. La première chose qui peut effectivement être réconfortante, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas seul et que par conséquent on a la sensation d'appartenir à une communauté et en termes durkheimiens, on fait du lien social. Et l'expérience de la souffrance est évidemment majorée par l'expérience de l'isolement. Et de facto, les aînés par exemple, qui vivent seuls avec de la douleur, c'est encore certainement plus difficile que si elles avaient un réseau soutenant à leur disposition. Mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'assez régulièrement, les personnes qui sont impliquées dans ces groupes de parole-là ou groupes de témoignages ont l'impression d'en avoir vite fait le tour, parce que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ce sont les témoignages qui se succèdent, qui se ressemblent, et sans que de solution miracle, naturellement, ne soit proposée. Donc, à nouveau, il me semble certainement une très bonne chose que ces groupes-là existent, mais il y a besoin que ces groupes-là soient dirigés, et puis il y a des professionnels, en fait, dont c'est le métier d'animer ces groupes-là, que la personne qui anime soit ou non atteinte de soit la maladie ou soit passée au travers des expériences difficiles dont il est question, mais qu'il faut qu'une dynamique s'installe, parce que sinon c'est encore une fois le bureau des doléances où tout le monde va se plaindre. Là où il y a un bénéfice, c'est moins dans la question de savoir comment gérer la souffrance, la maladie, la douleur, le deuil, etc., subjectivement, que comment font les autres dans leurs relations sociales, dans leurs relations avec le système de soins, avec le système de santé, avec les autres membres de leur famille, etc. Et ça, ces expériences sociales-là sont beaucoup plus exportables et transmissibles que les expériences personnelles de ce que c'est que la douleur ou la souffrance, ou que les conséquences ou les leçons morales qu'on va en tirer. C'est pour réussir à travailler avec la douleur chronique, pour gérer la situation alors que je suis travailleur autonome ou que j'ai un travail physique, comment je fais avec mon dos, etc. Voilà des trucs, entre guillemets, ou voilà comment j'en ai parlé à mon employeur, voilà comment j'en ai parlé avec mes collègues de travail. Voilà des choses qui, pour le coup, peuvent être tirées du témoignage direct de quelqu'un qui a subi ou qui subit la même chose que soi. Mais de l'expérience de la souffrance elle-même et est-ce que c'est une bonne chose, chacun, de mon point de vue, est parfaitement maître et libre d'affecter le coefficient de valeur qu'il veut de ce point de vue-là. On en a-tu du fun? On dirait que j'ai vraiment de la difficulté à comprendre un aspect et on dirait que je reviens toujours à cette question-là. J'ai l'impression que oui, vous dites ça devrait pas être une position qu'on impose aux autres, que la souffrance est une bonne chose, parce que faudrait imposer la souffrance à tout le monde pour que tout le monde puisse atteindre cette valeur-là. J'ai pas l'impression que c'est la position qui est défendue. J'ai jamais entendu quelqu'un défendre cette position-là, que les gens devraient souffrir pour apprendre ou que c'est nécessairement une bonne chose. J'ai l'impression que c'est après coup, tu te dis finalement c'était pas si mal, au moins il y a eu des aspects bénéfiques. On dirait que j'ai de la difficulté à voir à quel point ça peut être cette position-là extrême que le douleur égale bonne chose. J'ai l'impression que douleur égale mauvaise chose et aussi certaines bonnes choses qui m'ont construit en tant que personne.
C'est tout le temps la même question qui me revient en tête, là. Cette thématique-là vous revient à juste titre parce que, effectivement, la manière dont je présente les choses est, je dirais pas caricaturale, mais elle est dénudée, au sens où cette position n'est jamais avancée aussi ouvertement, elle l'est toujours de manière plus couverte ou plus masquée. Regardez quelque chose auquel vous avez certainement été confronté, le discours sur les millennials qui sont censés être des petits flocons de neige extrêmement fragiles et là aussi je caricature, vous m'en pardonnerez, mais ce qu'il nous faudrait c'est une bonne guerre, hein, pour apprendre que moi, quand j'étais jeune, eh bien, j'allais à l'école les pieds nus dans mes sabots de bois, poursuivi par des loups, et je parcourais 600 kilomètres sur les genoux en écoutant éternellement le même CD, parce que c'était des CD à l'époque, de Céline Dion, etc., etc. Donc cette idée selon laquelle... Mais ça, c'est pas trop souffrant quand même, Céline Dion. Ça dépend laquelle. Ça dépend laquelle et combien de temps. Surtout si vous êtes poursuivi par des ours. Et attaqué par des plantes carnivores à vos trousses, prêtes à vous dévorer comme elles le font naturellement vis-à-vis des pauvres écoliers en haillons qui levaient à 5h du matin après avoir apporté l'eau à Jean Valjean, échappé aux Thénardier, etc. Bref, c'est tout à fait fascinant d'entendre ce type de discours-là, à savoir « Ah, mais de mon temps, c'était plus dur ». Et c'était mieux. Et c'était mieux, parce que regardez quelle personne exceptionnelle je suis devenue, grâce à ma souffrance. Et la personne pour qui tout est facile, les fameux millennials, hein, les intégristes de la graine de chia, les addicts de l'iPhone, des tablettes, etc., on a l'impression que, évidemment, leur vie est plus facile, et que leur vie étant plus facile, leurs qualités morales, spirituelles et voire même physiques sont moindres. Mais c'est vrai que les milléniaux font aussi l'inverse, là. Dans votre temps, vous n'aviez pas la crise environnementale, etc. Donc, on a d'autres souffrances comme l'éco-anxiété. Ça me fait plaisir de vous avoir légué une planète en si mauvais état. Ça va forger votre caractère. En plus de payer ma retraite et de prendre soin de moi au CHSLD. Non, évidemment que c'est faux. Personnellement, je n'aurais absolument pas voulu vivre dans un monde dans lequel les adolescents sont confrontés aux réseaux sociaux. J'imagine à peine la violence de ce que ça peut pouvoir représenter en termes de construction de soi. Mais ce que j'observe, c'est que manifestement, les jeunes gens survivent et par conséquent, ils sont peut-être moins fragiles que je ne l'aurais imaginé. Cette idée de... Il y a dans le dolorisme quelque chose qui peut aussi conduire à une forme de dérive victimaire, avec l'idée selon laquelle, ayant plus souffert que d'autres personnes, je devrais avoir droit à, ou j'aurais des mérites supplémentaires. Et donc cette idée selon laquelle les jeunes générations l'ont donc bien facile, alors que, encore une fois, de mon temps, c'était autre chose et que par conséquent, ils me doivent le respect, etc., etc., c'est faux. Mais je trouve que c'est un très bon exemple, en fait, où là, je vois vraiment le discours doloriste et je vois effectivement que c'est une position qui est vraiment défendue. J'ai l'impression qu'on pourrait même mieux parler du dolorisme à travers cette position-là qui est présente en ce moment, là. Oui, et qu'on retrouve dans n'importe quelle entreprise quand la nouvelle personne vient d'être embauchée, le petit jeune... c'est normal qu'il rush un peu, parce qu'après tout, on a bien rushé, nous aussi. Donc il y a cette idée d'une espèce de justice, et que c'est comme ça que ça s'apprend, et que il faut apprendre à la dure. Oui, il me semble qu'on peut non pas apprendre à la molle, je suis pas sûre d'ailleurs de ce que ça peut bien vouloir dire, mais qui a dit que apprendre devait être nécessairement douloureux ? Qui a dit que la meilleure chose qui puisse nous arriver pour progresser intellectuellement et même pédagogiquement, c'est d'avoir des mauvaises notes et des commentaires humiliants, avec l'idée que ça va nous motiver à
à réagir, à donner le meilleur de nous-mêmes. Non, il me semble qu'une personne donne aussi le meilleur d'elle-même quand elle se sent appréciée, encouragée et félicitée quand elle a des résultats qui sont à la hauteur. Ouais, mais c'est quelque chose qui a fait les manchettes aussi là, avec l'éducation pour devenir acteur. C'est difficile d'être acteur, donc les professeurs étaient très difficiles et étaient très violents envers certains étudiants. Il y a eu des plaintes, mais c'est un mouvement qui a peut-être duré une semaine ou deux, mais qui était quand même intéressant et j'ai l'impression que c'était encore une position doloriste qui était défendue. Oui, c'est la pédagogie de la douleur. Ouais. Ce qui, comme enseignante, me paraît absolument absurde. Pédagogie de la douleur me semble le meilleur moyen de dégoûter un étudiant de la discipline, de la matière. Alors, vous pouvez le titiller ou vous pouvez lui dire quand ça va pas, ça ne va pas. Et cette idée selon laquelle sous-estimer quelqu'un le poussera à se motiver davantage me semble assez... Alors, il faudrait en discuter avec des spécialistes de sciences de l'éducation, mais spontanément, dans la psychologie ordinaire, il me semble qu'on est plus motivé à faire quelque chose qu'on se sent en mesure de faire et dans lequel on se sent compétent et dans lequel on se donne le risque ou l'objectif d'exceller, quitte à se tromper, que d'avoir la sensation que plus ça rate et plus ça a chance de réussir. Le raisonnement est un peu celui-là. Il me paraît défier toutes les lois de la scène logique. Mais c'est un peu l'héritage chrétien. On sait on revient toujours à ça avec qui aime bien, qui châtie bien. Il me semble que tous les aspects du dolorisme que vous présentez, il y a toujours une petite phrase biblique qui vient bien le résumer, là, qui est vraiment belle, mais qui me semble complètement fausse finalement. En tout cas, les positions ou le type de théorie morale qui se trouve là-dessous me paraît absolument dépourvu de fondement. Ce qui n'empêche que c'est quelque chose qui est, me semble-t-il, plus ou moins ouvertement très présent dans l'espace public. Et mon sentiment est que ce ne serait pas le cas si ça n'avait pas des bénéfices, et notamment des bénéfices pour certaines personnes. Soit pour les personnes elles-mêmes à qui ça permet de vivre, mais le wishful thinking permet de l'ignorance volontaire, comme vous le savez, permet certainement de mieux vivre aussi. Mais il me semble que même politiquement, il est assez évident que certaines personnes, plutôt dans les classes dominantes, ont tout intérêt à ce que les dominés soient heureux d'être dominés. Parce que, à nouveau, c'est une manière de maintenir le statu quo. Donc, la souffrance est naturelle, la souffrance est même nécessaire, et elle participe d'un ordre plus global qui est absolument parfait. Et par conséquent, eh bien, à charge pour nous de sublimer cette douleur d'une manière ou d'une autre, et de faire de la souffrance quelque chose comme une vertu. Surtout, ne remettons pas les choses en cause. Et ça me paraît très problématique. Si le dolorisme, c'est une manière de considérer que, eh bien, comme ça a été le cas, par exemple, pour revenir à la question de l'accouchement, c'est normal d'avoir mal quand on est une femme et qu'on accouche, eh bien, donc, ne prescrivons aucun antidouleur aux femmes. Et encore aujourd'hui, les études tentent à prouver que les hommes partent plus souvent avec des antidouleurs que les femmes qui partent plus souvent avec des antidépresseurs. Qui partent de où ? Pardon, pas qui parlent, si elles se rendent à une consultation pour des problèmes de douleur, proportionnellement, un homme pour le même type de douleur va partir avec des opioïdes, tandis qu'une femme partira avec des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Okay. Parce que la souffrance des femmes est toujours suspecte et paraît être toujours exagérée. Donc là aussi, c'est assez problématique et c'est aussi motivé de manière plus ou moins ouverte par l'idée que c'est normal d'avoir mal. Mais c'est normal d'avoir mal, pas pour tout le monde. Je suis pas sûre que beaucoup de chirurgiens, par exemple, décident, s'ils doivent se faire opérer, d'être opérés sous hypnose plutôt que sous anesthésie. C'est peut-être quelque chose qu'on a déjà abordé de différentes manières. Alors peut-être, je me répète, au pire on coupera au montage, mais
Est-ce que vous voyez des liens entre le stoïcisme, par exemple, et le dolorisme? J'aurais peut-être aimé vous entendre là-dessus. Alors, non. Je ne vois pas de lien entre l'éthique stoïcienne et, comme Kevin le disait, le dolorisme qui me paraît être d'inspiration beaucoup plus chrétienne. Alors certainement qu'il y a eu ensuite des interrelations entre les deux. À nouveau, je ne suis pas spécialiste, on va finir par se demander de quoi je suis spécialiste, à force de dire que je ne suis pas spécialiste de telle ou telle chose. Dans mon ignorance infinie. Ignorance simple, disons. Exactement. Ce que promeut à la fois le stoïcisme et l'épicurisme d'ailleurs, dans une certaine mesure, consiste essentiellement à justement opérer cette décorrélation entre l'expérience de la douleur et les conséquences morales que on peut y attacher. Et encore une fois, pour les stoïciens, donc vous avez cette décorrélation ou cette distinction entre l'expérience elle-même et la représentation, avec la thèse selon laquelle très souvent la représentation associée à l'expérience de la douleur ou de la souffrance ne fait que multiplier cette expérience-là, ou en tout cas le caractère désagréable. Si je reprends, parce qu'il me semble être très parlant, l'exemple de « je tombe en public et je souffre 2 fois, d'une part j'ai mal au genou, d'autre part j'ai mal à l'ego », eh bien pour un stoïcien, la thèse serait que faut s'en tenir à avoir mal au genou, c'est suffisant. Vous préoccupez en plus de la vie nécessairement abominable des personnes qui se moquent de moi parce qu'ils m'ont vu tomber, qui me trouvent maladroite, évidemment que ça peut être très mal vécu dans la honte, etc., d'être tombé en public. Pour les stoïciens, vous êtes tombé, vous avez mal, et c'est ni bien ni mal. C'est-à-dire que, alors là, c'est associé à aussi une cosmologie, l'idée que la nature, l'ordre de la nature est parfait. La souffrance est inévitable, et ce qu'on peut faire de mieux, c'est trouver tous les moyens possibles pour éviter de redoubler la souffrance par quelque chose qui serait de l'ordre. Et en ce sens-là, je serais presque plus rousseauiste que stoïcienne, c'est-à-dire des douleurs infligées à l'amour de soi, rajouter les douleurs infligées à l'amour-propre par la situation sociale. Et parmi les douleurs qui me paraissent tout à fait dispensables, il y a précisément la honte liée au fait que, oh mon Dieu, je suis malheureux, je souffre, je suis malade, et j'ai pas l'impression que ça me rende meilleur. C'est que je dois être un mauvais malade ou que je ne sais pas réaliser un deuil puisque j'ai pas la sensation que la maladie, la souffrance me fasse grandir. Et que je n'ose pas dire que je souffre parce que eh bien, la personne qui souffre devrait être presque reconnaissante de son expérience de la souffrance. Je voulais revenir sur... Parce que j'ai l'impression que, avec les exemples que vous donnez, là, des flocons de neige, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tensions, en fait, où le dolorisme est vraiment un point essentiel des tensions qui se trouvent entre différents groupes sociaux. Et je vais peut-être vous entendre sur les tensions raciales aux États-Unis, par exemple, mais un peu partout dans le monde, les tensions entre les genres, où il semble y avoir une espèce de... Vous avez parlé de victimisation tout à l'heure aussi, de « je suis une victime, je vis certaines choses », et toi qui n'es pas une victime, tu ne peux pas comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Par exemple, moi, étant une personne noire aux États-Unis, si tu es une personne blanche, tu peux pas vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, avec tout le mouvement Black Lives Matter, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être un peu du dolorisme là-dedans, mais je vois pas exactement où, mais on dirait que je le sens. Alors, il y a différents points dans la question que vous abordez. Il y a quelque chose qui me paraît absolument légitime et nécessaire, qui est la reconnaissance par les groupes qui n'en ont pas fait l'expérience des souffrances qui ont été infligées aux communautés racisées, aux personnes LGBTQ+, aux personnes trans, etc. Parce que il y a eu une minimisation de leurs souffrances absolument considérable qui relève de l'affront et de l'ignorance. Ça rejoint un petit peu le point sur lequel j'insistais au début de l'entretien,
qui est celui de notre réaction spontanée face à quelqu'un qui souffre, parce que soit on ne sait pas quoi faire, soit on pourrait faire quelque chose mais ça nous tente pas, soit pour soulager cette souffrance, il faudrait qu'on accepte de s'ouvrir un peu, et là aussi, il y a une volonté de maintenir le statu quo. Donc dans le cas du racisme, je pense pas que aujourd'hui au Québec, avec les populations autochtones et la commission Vérité et Réconciliation, il y a un travail de reconnaissance nécessaire à faire, qui consiste à accepter, reconnaître publiquement que tel ou tel groupe d'individus marginalisés a été soumis à des traitements qu'il n'aurait pas dû soumettre. Et que les personnes les plus habilitées pour en parler, ce sont ces personnes elles-mêmes. Et qu'effectivement, on n'a pas voulu entendre très longtemps l'expression des souffrances de ces communautés-là, et que ce serait un affront supplémentaire que de prétendre en témoigner à leur place. Donc on peut être un allié, mais la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est se taire et leur ouvrir la possibilité de s'exprimer sur le sujet. Ce qui ne signifie pas, cette volonté de reconnaissance-là, ne signifie pas qu'on entre dans une espèce de logique victimaire, au sens où ces communautés n'exigent pas, si elles exigent réparation, très souvent c'est de la réparation symbolique, parce que les exactions ou les injustices remontent parfois à très longtemps, et elles exigent aussi simplement parfois le droit de parole, le droit d'expression, et le droit non pas à des compensations, mais le droit simplement à un traitement égal par les structures d'État. Et les souffrances dont il est question ici ne ressortent pas des souffrances de type individuel, ou en tout cas pas directement. Ce sont des souffrances, là aussi, de nature sociale, collective et infligées par de la violence d'État ou de la violence structurelle. Et en ce sens-là, c'est de la souffrance qui, là aussi, sort du contexte strictement individuel. Et c'est pour ça qu'en fait, les individus, les personnes marginalisées peuvent effectivement se retrouver au sein de groupes où il y a bien un partage d'expériences, parce que les expériences d'humiliation, elles n'étaient pas juste liées à leur propre représentation, elles étaient liées véritablement à des mécanismes de traitement et d'injustice systématique. Là où, par exemple, il y a aussi un point intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand des personnes marginalisées décident de, ne se parler entre elles. Alors ça peut être des patients ou des personnes relevant de groupes trans ou de minorités sexuelles ou de minorités visibles, ce que vous voulez, et l'utilisation ou le recours aux groupes non mixtes. Et c'est quelque chose qui se conçoit assez bien, me semble-t-il, au sens où c'est un espace dans lequel la parole peut être libre sans qu'il y ait le risque de jugement de la personne extérieure. Ce que l'on peut faire depuis l'extérieur, en revanche, c'est simplement demander, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez partager avec nous? Mais on peut pas, c'est parfois difficile même pour les chercheurs en sciences humaines, on aimerait bien aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. Mais comme certains professionnels de santé aiment bien regarder ce que racontent les patients sur les forums de patients, et quand ils voient que les patients disent n'importe quoi, se sentent investis du devoir d'intervenir. Mais non. L'idée ici, c'est que c'est un espace qui est réservé pour un certain partage, et qui d'ailleurs très souvent n'est pas juste l'expression des plaintes, qui est l'expression du partage d'un certain nombre d'expériences, et tourné vers que peut-on faire, que peut-on demander, et comptons sur nous-mêmes pour faire évoluer la situation. Et donc, si je comprends bien, j'ai l'impression que le dolorisme ne pourrait s'appliquer presque exclusivement aux individus, puisque ça va être quelque chose de subjectif, une douleur subjective. Oui, c'est-à-dire que, encore une fois, alors là, tout dépend naturellement du type de positionnement moral que vous adoptez.
pour moi, vous pouvez être doloriste et on va rester amis, c'est correct. Tant et aussi longtemps que vous ne commencez pas à m'expliquer comment je devrais gérer ma douleur, mes frustrations, mes peines de cœur et ma maladie. C'est-à-dire que, encore une fois, vous pouvez peut-être très sincèrement exposer quels sont les avantages qu'il peut y avoir à adopter une attitude telle ou telle vis-à-vis de tel ou tel type d'expérience désagréable. Je peux l'essayer, ou quelqu'un d'autre peut l'essayer, mais c'est une question, me semble-t-il, de choix, de sensibilité individuelle, et me semble-t-il aussi beaucoup de circonstances. C'est que, encore une fois, j'avais été très très étonnée de lire comme ça un témoignage de patiente, une jeune femme qui expliquait combien finalement la pathologie dont elle est atteinte et dont je suis atteinte aussi, c'était pas si pire, c'était même sympa comme maladie, puisque en dépit de ça, eh bien, elle pouvait faire des études de vétérinaire, elle avait voyagé partout autour du monde, etc. Et qu'elle nous encourageait à justement, la communauté des patients sur ce forum, à cesser de nous considérer comme étant des malades. Et ma première réaction, je vais pas la formuler explicitement ici parce que ce serait extrêmement vulgaire, je vais vous en faire ma deuxième réaction, donc, un peu plus, faisant un peu plus intervenir mon lobe frontal et mes mécanismes d'inhibition, a consisté à me dire non, ce qui est pas sympa, c'est pas la maladie. Pardon, ce qui est sympa, c'est pas la maladie. Ce qui est sympa, c'est le fait d'être une femme blanche dans un pays extrêmement en paix, où la situation économique va bien, où on a des assurances qui permettent de payer la technologie et de se payer des assurances de voyage. Et c'est ça qui est sympa dans la maladie. C'est pas la maladie en elle-même, et qu'aller expliquer à une personne sur le bien-être social qui a pas de soutien financier, qui a pas d'assurance, que il faut qu'elle arrête de se considérer comme étant malade, parce que c'est quand même sympa. Non, ça me paraît... Donc il y a une espèce de confusion où, chez un certain nombre de personnes qui considèrent que la maladie leur a apporté des choses positives, confusion entre ce que la maladie a réellement apporté et la manière dont elles y ont réagi grâce à des ressources qui n'ont rien à voir avec la maladie et qui relèvent de privilèges en général que je partage comme citoyenne canadienne. Mais la raison pour laquelle je trouve que c'est sympa d'être malade au Canada, c'est que c'est plus sympa d'être malade au Canada que d'être malade à Madagascar. Ça veut pas dire que c'est sympa d'être malade dans l'absolu. J'ai l'impression que les gens qui ont une position doloriste, soit d'un côté sont des très bons patients qui calment le jeu, qui empêchent la révolte d'une certaine façon, et qui empêchent les gens de critiquer, mais de l'autre façon, ça peut être des agents perturbateurs qui ont, comme on a vu là, des connaissances que le médecin n'aurait pas, par exemple, et qui pourraient, j'imagine, offrir une espèce de résistance au personnel soignant. On dirait que je voyais comme un côté perturbateur et un côté modérateur dans leur attitude. Alors, chez le patient épris de dolorisme, spontanément, j'aurais plutôt tendance à voir en lui la figure du patient idéal que tous les professionnels de santé voudraient avoir, puisque c'est le patient qui ne se plaint pas. Exact, ouais. Puisque, après tout, grâce à l'expérience de la maladie, il a découvert le sens de l'existence, et ça, c'est quand même pas rien. Beaucoup de philosophes le cherchent, et grâce à la maladie, finalement, il l'aurait découvert. L'expérience qui me semble beaucoup plus fréquent, c'est le dolorisme médical, au sens de la non prise en considération, ou si prise en considération, la délégitimisation ou une espèce de tentation de sous-estimer systématiquement la souffrance à laquelle est exposé le patient. À savoir, bah oui, ça fait mal, mais je suis en train de vous recoudre.
c'est bientôt fini. Allez, regardez Clint Eastwood il se fait opérer à vif. Je prends une rasade de whisky, je mords dans un bâton et puis that's it. Et ça, c'est quelque chose parfois que les médecins découvrent même le jour où ils sont confrontés à la souffrance, à savoir combien c'est plus difficile qu'ils ne l'avaient imaginé que de vivre avec tel ou tel type de pathologie. L'histoire de la prise en charge de la douleur, elle est relativement récente, au sens où, par exemple, jusqu'à une période finalement qui va bien après les années 50, 1950, eh bien, on ne jugeait pas qu'il était nécessaire d'anesthésier les jeunes enfants lors d'opérations parce que, comme ils avaient un système nerveux pas tout à fait fini, un enfant ça crie de toute manière, donc allez hop, on découpe, etc. Là, il y a une espèce de retour de balancier qui veut qu'on prescrive des opioïdes de manière assez massive avec les problèmes que ça pose, mais c'est pas un problème d'opioïdes en soi. C'est même pas un problème du geste de prescrire des opioïdes par les professionnels de santé, c'est le fait que les professionnels de santé sont tout simplement pas, pour certains d'entre eux, informés et formés à qu'est-ce que c'est que prescrire des opioïdes et qu'on n'en prescrit pas pour 6 mois et qu'on réévalue la situation, etc., etc. Ce qui se passe présentement aux États-Unis et aussi au Canada, c'est typiquement la personne qui a une chirurgie, le chirurgien prescrit des opioïdes, le patient en post-op va voir son médecin de famille en disant j'ai encore mal. Le médecin de famille n'a pas été nécessairement formé à ce type de prise en charge-là. Il se demande, il regarde dans le dossier combien le chirurgien a prescrit, et puis il prescrit la même chose. Et puis ensuite, à chaque visite, on represcrit la même chose, et puis le patient, là, est devenu franchement addict. Mais les professionnels de santé sont aujourd'hui beaucoup mieux sensibilisés et beaucoup plus attentifs à la prise en charge de la douleur des patients que ça n'avait été coutume de l'être. Il reste, je me souviendrai toujours alors ça n'était pas mon dentiste bien aimé, mais une hygiéniste dentaire, après une greffe de gencive, on m'avait dit que je pourrais faire la greffe de gencive le matin et aller travailler l'après-midi, et puis en fait ça s'est transformé en épisode de Walking Dead où je me bavais dessus, il y avait du sang partout, et en fait effectivement en sortant du bureau du dentiste tout allait très bien, et puis quand l'anesthésie a cessé de faire effet, ça a été beaucoup plus difficile, et donc je m'en suis ouvert à l'hygiéniste dentaire au rendez-vous suivant, à quoi elle m'a répondu « Ah oui, vous savez, la douleur c'est subjectif ». Puis là, j'avais vraiment envie de lui mettre mon poing dans la figure pour lui demander si c'était vraiment subjectif. Donc, oui, c'est vrai. Neurologiquement, c'est un fait que la douleur est quelque chose de subjectif, mais comment dire, quelque chose que j'essaye de défendre vraiment dans le cadre des relations entre professionnels de santé et patients, c'est la présomption d'innocence. C'est-à-dire que oui, il y a des patients qui exagèrent, qui se plaignent peut-être pour pas grand-chose. Mais on peut pas partir du principe qu'ils se plaignent toujours pour pas grand-chose. Donc quand un patient dit qu'il a mal, c'est qu'il a mal. Ou que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas de raison de penser que, en fait, c'est parce qu'il veut sa prescription de fentanyl, et ce qui peut arriver, on doit lui faire confiance, et en général, les patients sont capables d'en prendre. Vraiment beaucoup plus que ce qu'on pourrait spontanément envisager. Alors, je me suis éloignée très loin de votre question de départ. L'idée, c'est simplement que je vois pas comment quelqu'un qui serait partisan du dolorisme pourrait constituer une forme de moteur de changement dans la relation avec les professionnels de santé, puisque par définition il est satisfait de son état et que à la limite la souffrance fait partie de l'expérience de la maladie, et que c'est comme le fromage grillé sur le gratin de macaroni, là c'est peut-être même le meilleur. Donc je vois pas comment est-ce qu'il pourrait être des agents perturbateurs. Ouais, en fait, ce que j'avais en tête, mais je pense que j'avais une conception erronée, là, c'était plutôt que
comme il apprend des choses, mais peut-être comme s'il comprenait mieux la maladie que le médecin, vu que le médecin ne l'a pas vécu, par exemple. D'accord. Qu'il pouvait, à ce moment-là, remettre en question certains diagnostics, certains traitements. C'était ça que j'avais en tête, mais j'imagine que c'est un peu à côté là, de ce que c'est. Oui, au sens où il n'y a pas nécessairement de lien avec le dolorisme au sens d'une position morale, là où la question aurait plus de sens, et elle touche des points importants, c'est la question de savoir quel est le rôle que l'expérience en première personne de la maladie, en l'occurrence, joue du point de vue épistémologique, du point de vue des connaissances, et pour rejoindre en fait une des questions qu'on avait abordées tout à l'heure, est-ce que le médecin malade serait le meilleur médecin ? Alors de manière assez, je ne sais pas si c'est amusant parce qu'en fait c'est assez triste, mais on se rend compte que les médecins constituent de très mauvais patients. Dans quel sens que sont les mauvais patients ? Au patients ? sens où ils pensent qu'ils savent déjà. Okay. Au sens où ils sont assez peu compliants, au sens où, en général, ils décident de se médiquer eux-mêmes, d'ignorer leurs propres symptômes, etc., etc. Les enseignants aussi, manifestement, on n'aime pas ça que quiconque prétende nous apprendre quoi que ce soit. À nouveau, ça me semble être un coût extrêmement élevé à d'exiger que tous les professionnels de santé souffrent de la pathologie dont ils s'occupent, d'autant plus que je ne sais pas si vous vous occupez de personnes qui ont un syndrome locked-in, c'est compliqué d'être médecin avec ce type de syndrome-là, à moins que vous examiniez le locked-in syndrome, c'est en général chez des gens qui ont eu des traumas et des sections de la moelle épinière très sévères et qui font en sorte que, vous pouvez bouger la paupière et puis c'est à peu près tout. Là, vous êtes dans votre corps comme dans un tombeau. Difficile d'être un bon professionnel de santé si vous ne pouvez pas simplement examiner ou communiquer avec votre patient. Une autre manière d'aborder cette question consisterait à se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que le médecin ne rate pas quand, justement, il n'a pas fait l'expérience de la maladie, et est-ce que cette chose qui lui manque ne pourrait pas être acquise simplement par son expérience clinique, à force de voir des patients, à force de discuter avec des patients, etc., etc. De ce point de vue-là, il me semble qu'il y a deux cas de figure qui sont assez différents. Il y a le cas de figure de la maladie aiguë et le cas de figure de la maladie chronique. La maladie aiguë, c'est l'appendicite, c'est la fracture au ski, c'est l'épisode viral, etc., etc. Donc l'idée, c'est que dans un cas comme celui-ci, finalement, à partir du moment où on sait traiter la maladie, ça dure pas très longtemps, le patient doit essentiellement être patient et souffrir, ce qui est le sens premier du terme patient. Le patient est patient parce qu'il souffre et qu'il attend dans la salle d'attente, ou qu'il attend son rendez-vous avec son médecin de famille dans les 15 prochaines années à peu près. Dans un cas comme celui-ci, si on dispose d'une connaissance suffisante de la maladie et du traitement, fondamentalement, l'expérience subjective du patient importe peu, sauf peut-être pour la manière de réagir dans les cas d'effets secondaires, etc. Pour le cas de la maladie chronique, comme le diabète de type 2, les maladies chroniques inflammatoires de l'intestin, comme la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn, la fibrose kystique, etc., qui sont des maladies qui sont en fait de plus en plus présentes. Là, les choses sont un peu plus compliquées parce que on voit le professionnel de santé suit le patient quasiment toute sa vie, puisque ce sont des maladies, pour la plupart d'entre elles, malheureusement, dont on ne guérit pas. Donc, le patient doit apprendre à vivre avec la maladie. Il doit apprendre à se transfuser s'il est hémophile, il doit apprendre à repérer les symptômes de crise s'il a la maladie de Crohn, apprendre à gérer son alimentation, son activité, son sommeil, etc., etc. Dans un cas comme ça signifie que, à la différence de la maladie aiguë, le patient devient finalement son premier fournisseur de santé.
C'est-à-dire que le médecin, quasiment, c'est lui. Et à partir de ce moment-là, il peut bien y avoir quelque chose comme une concurrence entre deux expertises. C'est-à-dire que le professionnel de santé est un expert dans le domaine biomédical, il sait quelles sont les dernières études, il sait, il lit le JAMA et le New England, il est très compétent, il a fait des études, il a vu beaucoup de patients, etc. Le patient, lui, vit avec la maladie. Alors, quelle différence est-ce que ça fait? En général, les patients ont la sensation que, précisément, ils ne sont pas pris au sérieux par les médecins, parce que pour les médecins, c'est simple, il y a ça comme problème, c'est ça qu'il faut faire, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à le faire? Soit, et c'est le problème de la non-compliance ou l'inobservance, c'est-à-dire que on se rend compte que dans les maladies chroniques, il y a moins de 50% des patients qui prennent leur traitement comme ils sont censés le prendre. Mais de la même manière que qui d'entre nous prend ses antibiotiques jusqu'au bout? Je suis malade, je prends des antibiotiques, ça va mieux, j'en ai encore pour 4 jours d'antibiotiques, mais je vais pas les prendre. Certains patients, sauf vraiment dans les cas où la médication a un effet immédiat, mais la médication pour le cholestérol, que je la prenne pas, est-ce que ça fait vraiment une différence? Sur le long terme, oui. Quand j'aurai mon accident cardiovasculaire, je me dirai, ah tiens, j'aurais peut-être dû prendre mes statines, mais sur le très court terme, ça fait pas beaucoup de différence. Et par ailleurs, le simple fait de prendre une médication tous les jours, pour certaines personnes, c'est beaucoup. Il y a cette anecdote qui m'a été rapportée par quelqu'un qui connaissait directement Stéphane Hessel, qui était donc un essayiste et ancien diplomate français, qui a écrit un petit livre qui s'appelait « Indignez-vous » dans les années 2010, 2015, quelque chose comme ça, qui était assez connu en France. Et donc à l'âge de 90 ans, son médecin lui a prescrit justement des médicaments pour le cœur. Et puis alors il a été scandalisé parce qu'il n'avait jamais pris de médicaments. Puis il a demandé « mais il va falloir que je prenne ça toute ma vie ». 90 ans passés, je trouvais que c'était vraiment beau. Mais toute personne qui prend, par exemple, toute femme qui prend la pilule anticonceptionnelle vous dira que c'est une contrainte. Faut y penser. Quand on voyage, faut y penser. Bref, donc c'est un gros problème pour les professionnels de santé parce que un patient qui prend pas son traitement ou qui le prend pas comme il devrait, c'est un patient qui va moins bien. C'est aussi une perte sèche pour le système de santé parce qu'on va chercher la médication et puis en fait on la prend jamais et tout ça dort dans un placard. On a tous une armoire à pharmacie, je suppose, qui déborde de médicaments qui datent de 1992. Un bon médicament, c'est un médicament périmé au moins depuis 20 ans. Et donc, c'est un sujet ça peut être un sujet de discorde. Et donc, ce qui va se passer souvent dans ces cas-là, ça va être une bonne leçon où le médecin va chicaner son patient. Et l'argument du patient, qui peut souvent être reçu comme étant un mauvais argument, c'est « mais, docteur, c'est pas facile ». Et c'est parfois, pour certains professionnels de santé, difficile d'entendre ça et de se rendre compte effectivement que c'est pas facile. Parce que quand le patient est dans la salle d'examen, on le voit 20 minutes, donc c'est assez rapide, et encore 20 minutes, c'est dans le meilleur des cas. Et on n'a aucune idée, ou c'est difficile de se faire une idée du fait que ce patient n'est pas juste un patient, c'est aussi un être humain qui, parfois, a autre chose à faire qu'être malade dans la vie. Parfois, il a un travail. Parfois, il a une famille. Parfois, il est fatigué. Parfois, il a des horaires sur lesquels il n'a pas de contrôle. Parfois, il doit aller à des repas d'affaires et c'est compliqué pour, etc., etc. Et là encore, il y a énormément de professionnels de santé qui sont absolument de bonne volonté et qui s'efforcent de faire attention à ce type de considération-là, mais l'espace institutionnel de l'hôpital ou de la clinique fait en sorte que vos identités de personnes sont effacées au profit d'une identité de professionnel de santé versus patient, et dans les interactions desquelles subsiste le modèle un peu top-down de l'expert
qui déverse son savoir et ses directives. Et là, c'est aussi encore très religieux, hein, le médecin prescrit, il délivre des ordonnances comme le pape. Et qu'est-ce qu'on fait face à une ordonnance ou face à un ordre ? Eh bien, on obéit. Donc, ce qui est attendu plus ou moins directement de la part du patient, c'est qu'il obéisse. Mais obéir, alors on peut vouloir juste obéir au médecin pour faire plaisir au médecin, et beaucoup de patients, en fait, le font. Un certain nombre d'entre eux le font parce qu'ils comprennent pourquoi le médecin leur demande de faire telle ou telle chose, mais c'est vrai qu'il est très difficile, au moins dans certaines circonstances, de faire comprendre au médecin la réalité de ce que c'est que une vie avec une maladie chronique. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a maintenant des programmes qui visent à permettre aux professionnels de santé alors c'est comme un simulateur de maladie. Et puis j'avais lu je crois que c'était en France, justement des médecins qui s'étaient prêtés, médecins et infirmières, à l'exercice de qu'est-ce que c'est que de vivre avec une maladie chronique de l'intestin. Et donc, eh bien, ils avaient des petites notifications sur leur téléphone cellulaire qui leur disaient « Là, faut que tu ailles aux toilettes, maintenant. » Puis si tu y es pas dans moins de 2 minutes, ça veut dire que faut que tu te changes. Et ça, ils ont trouvé ça tough, et ils ont porté des couches. Et il y avait dans le reportage un témoignage d'un des médecins qui disait « Oui, on s'était pas rendu compte que les couches, ça tient chaud. » Ouais, c'est vrai. Enfin, j'en sais rien, ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté. Mais j'imagine ça très bien, mais c'est surtout, vous vous êtes jamais dit que, bah oui, aller aux Jean Coutu, s'acheter des couches quand on a 25 ans, c'est un peu humiliant pour la représentation de soi. Et je me disais, ok, donc le truc qu'ils ont retenu, c'est faut jamais s'éloigner des toilettes. Oui, ça c'est un peu une contrainte parce que parfois on fait des choses loin de toilettes. D'autre part, la seule chose que vous avez retenue, c'est ça tient chaud. Je pense que c'est le dernier des soucis que les patients peuvent avoir. Et que plutôt que des gadgets de simulation de maladie, simplement écouter ce que disent les patients, ça pourrait être peut-être une bonne chose. Encore une fois, le médecin qui se dit « Ah, j'aimerais ça mieux comprendre mes patients hémophiles », fait que je vais faire comme si je me transfusais. Et donc, il s'installe son dispositif à transfusion. Mais il a fait pas sa transfusion. Puis il fait ça une fois dans sa vie, et puis là, il décide que c'est fait. Je sais ce que c'est. Non, il y a quelque chose dans la maladie chronique qui s'appelle la chronicité, qui change vaguement la donne. Alors, est-ce que ça constitue de la part du patient véritablement un savoir ou quelque chose de positif lié à la maladie? Je pense pas que ça soit positif, au sens où c'est certainement pas quelque chose qui aide le patient à mieux vivre ou à se rendre la maladie plus supportable. En revanche, c'est quelque chose, me semble-t-il, qui doit être entendu par les professionnels de santé, mais pour ça, il faudrait qu'ils aient le temps et qu'ils aient pas 2000 patients à voir chaque année, et que il faudrait aussi travailler. Alors, il y a beaucoup de démarches qui sont entreprises maintenant pour instaurer ce qu'on appelle le modèle, alors ici au Québec, le modèle, et au Canada, du patient partenaire. En France, ça s'appelle le patient expert, et ils ont même ouvert une université des patients. On pouvait avoir un diplôme de patient. On peut pas être contre la vertu, et je suis assez persuadée que ces démarches-là sont des démarches qui vont dans le bon sens, mais la manière dont elles sont implémentées est quand même relativement problématique, parce que structurellement et institutionnellement, si vous devez avoir un diplôme pour pouvoir être entendu par les médecins, la question est qui délivre le diplôme ? Qui décide du fait que vous méritez le diplôme ou non? Et comme par hasard, en général, ce sont des médecins. Si vous voulez être patient partenaire, on a ici à l'Université de Montréal des patients qui interviennent dans la formation des étudiants en médecine, ce qui est encore très bien. Mais à nouveau, la question est, ok, si je suis prof au département de médecine, que je veux un patient pour aller enseigner à mes résidents ou à mes étudiants,
est-ce que je vais aller chercher le patient le plus désagréable que je peux avoir dans ma clinique? Non, on va aller chercher le bon patient. Et le bon patient est bon parce qu'il est bon d'après mes critères. Et c'est tout à fait, on recrute les gens avec lesquels on a envie de travailler. Mais le problème, c'est qu'on veut qu'il y ait de la diversité, on veut qu'il y ait un peu de chicane, entre guillemets, mais la manière dont les choses sont structurées institutionnellement fait que ces patients-là ne sont pas correctement représentés. Donc il y a du progrès à faire. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose sur lequel vous auriez voulu revenir ou qu'on n'a peut-être pas abordé ou vous vouliez clarifier, qu'on a abordé mais trop brièvement? Non, écoutez, tout ça me paraît encore avoir été un entretien censé durer 1 heure. J'ai beaucoup abusé de votre temps. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Je suis désolée de ne pas avoir eu l'occasion d'aborder des choses plus réjouissantes que des histoires de douleur, de maladie, de souffrance. C'est une bonne émission à écouter un froid petit matin de novembre, un soir de rupture. Ou quelque chose comme ça, mais je vous remercie beaucoup. Ben merci beaucoup, et j'ai l'impression que si on fait un petit résumé, là, on écoute les gens qui souffrent, et on part du principe qu'on les croit, et ensuite, si on a des bonnes raisons de croire qu'on les croit pas, là, on peut peut-être envisager de pas les croire. Il faut pas imposer sa réalité aux autres. On a tendance à faire ça, donc toujours faire attention. Et surtout ne pas considérer la douleur comme un événement qui pourrait être positif. On devrait partir du principe que c'est quelque chose qui est assez néfaste en général. Donc, du moins, la douleur, c'est de la douleur. Point. Ensuite, vous y affectez le coefficient moral que vous voulez, mais une belle... pas d'avance. Pas d'avance. Une belle discussion de 2 heures pour nous dire la douleur, c'est de la douleur, n'oublions pas. La douleur, ça fait mal. De la même manière que l'eau, ça mouille, la douleur fait mal, et c'est le genre de naïveté qu'on oublie un peu trop souvent. Merci beaucoup. Merci beaucoup.